Bien, alors nous sommes fiers d'accueillir Pierre Boulez ici dans le cadre de ce colloque co-organisé avec l'IRCAM. Pierre Boulez est un peu dans sa famille, en quelque sorte, à l'école normale. Et alors, François Nicolas m'a préparé quelques notes, donc j'ai appris comme ça que Pierre Boulez était un contemporain, je dis puisque c'est quand même un anniversaire, il est un contemporain de Paul Newman, de Richard Burton, de Dietrich Fischer-Dieskau et aussi d'Alexei Tupolev. Alors, Boulez-Tupolev, c'est la juxtaposition musique-technologie. Je pense que c'est une très très mauvaise approximation de la collaboration entre musiciens et scientifiques, qui, lui, est un sujet qui a intéressé Pierre Boulez. Et qui est aussi assez bien à sa place à l'école normale supérieure, où probablement plus d'élèves scientifiques sont intéressés à la musique que de littéraire à la musicologie. Enfin, trêve de catégorie approximative. Non, c'est pas... Nous comptons sur l'équipe actuelle de la Passerelle des Arts pour changer tout ça. Donc, quand je suis arrivé dans cette maison, jeune étudiant à Paris, mon bagage musical acquis chez le disquaire, dans les bacs du disquaire de Clermont-Ferrand, s'arrêtant à Berg et Webern, c'est-à-dire c'est pas les dinosaures, c'est le cortège des ancêtres, hein, j'ai compris, cortège des ancêtres numéro 2. Mes camarades mathématiciens parisiens m'ont fait savoir qu'il existait un musicien aussi acéré et d'une pensée aussi parfaitement dure que les meilleurs mathématiciens. Et que ce musicien avait son temple, où ils m'ont entraîné, bien sûr, qui était le domaine musical. Probablement savait-il que Pierre Boulez avait fréquenté les classes préparatoires, et probablement avait-il lu dans ce qu'il avait écrit dans Point de repère en 1954, il est impossible de ne pas constater que les exigences de la musique actuelle vont de pair avec certains courants de la mathématique ou de la philosophie contemporaine. Nous sommes prêts à constater que ces trois activités, musique, mathématiques et philosophie, observent une similitude dans l'extension de leur domaine. Et en tout cas, en 1962, qui était précisément l'année où j'ai découvert le domaine musical, Pierre Boulez écrivait dans ses leçons de musique: « La collaboration entre scientifiques et musiciens est une nécessité qui, vue de l'extérieur, n'apparaît pas inéluctable. Ne comprenant pas exactement ce que les musiciens réclament d'eux, ne voyant pas quel serait le possible terrain d'effort commun, bien des scientifiques se récusent à l'avance, ne considérant que l'absurde de la situation. En somme, un mage étant réduit à quémander les services d'un plombier. Si de surcroît le mage estime que lui suffisent les services du plombier, la confusion est totale. » Et un petit peu plus loin dans ses leçons de musique, la rencontre du parapluie et de la machine à coudre ne saurait à elle seule créer l'événement. Il y faut la table de dissection. Alors, 40 et quelques années plus tard, des plombiers sont honorés d'accueillir un mage dans leur salle de dissection, ici. Et pour ausculter, pourrait-on dire en paraphrasant Alain Badiou, un homme du siècle qui était hanté par l'idée de changer l'homme, de créer un art nouveau dans une société émancipée, et de pratiquer cette auscultation à l'orée d'un siècle où les possibilités techniques sont infinies, mais où l'on demande de toutes parts la conservation de l'homme ancien. Alors, nous allons, j'espère, reparler de l'homme nouveau et de l'art nouveau avec François Nicolas et Pierre Boulez. Merci, merci Pierre. Alors, nous avons convenu avec Pierre Boulez de prolonger la discussion qui a été amorcée hier à l'IRCAM. Je vous rappelle que ce colloque est co-organisé avec l'IRCAM et donc se déroule sur 3 jours. Hein, et c'est la deuxième partie du colloque. De reprendre un échange, mais en le centrant cette fois. Hier, nous avons surtout discuté de la musique, de la composition, etc. Et donc de discuter peut-être ici, en tenant compte évidemment de la particularité de ce lieu, des rapports de la musique avec les autres disciplines, donc des rapports extérieurs, la politique extérieure de la musique, quelque chose comme ça, on va dire. Et donc je voudrais vous interroger, Pierre, sur finalement repartir de la citation qu'a bien voulu nous rappeler Gabriel Ruger,
qui est finalement quand même assez étonnante à la remettre aujourd'hui dans son contexte, parce qu'elle est inhabituelle de considérer que la musique, somme toute, doit avoir pour interlocuteur privilégié les mathématiques et la philosophie. Alors il se trouve que dans ce lieu-là, c'est évidemment quelque chose qui nous est cher, qui m'est cher en particulier. C'est un lieu effectivement où il est possible que la musique soit mise à égalité avec les autres grandes disciplines. Alors, donc je voulais vous interroger sur finalement quels étaient un peu dans le détail, dans l'histoire, dans l'évolution aussi historique de la chose, quel était votre propre rapport et qu'est-ce que vous attendiez vous-même d'un côté, on va dire, des sciences et de l'autre côté, de la philosophie. Alors d'abord, donc du côté des sciences, dans la présentation que vous en avez faite, dans ce que l'on peut lire de vous, en particulier dans Penser la musique aujourd'hui, bien sûr, mais dans d'autres volumes aussi, évidemment, les mathématiques, on a l'impression que vous en retenez surtout le cœur logique, somme toute. M'a-t-il semblé que finalement vous aviez un peu comme principe implicite un principe que j'appellerais le principe du contemporain, c'est-à-dire le principe de la théorie contemporaine, c'est-à-dire l'idée que pour théoriser la musique contemporaine, il faut avoir une théorie contemporaine de la musique, c'est-à-dire somme toute que si on veut théoriser quelque chose qui est d'une pensée contemporaine, il faut avoir des outils qui soient eux-mêmes contemporains, et que de ce point de vue-là, il vous intéressait justement d'aller regarder ce qu'il en était dans la mathématique, dans les sciences, parce que c'était là que peut-être les outils les plus contemporains étaient disponibles, ou en tous les cas étaient offerts, étaient accessibles. Et donc de ce point de vue-là, un certain nombre d'indications dans vos textes sur l'intérêt de la logique mathématique, peut-être un double intérêt pour l'axiomatisation et la formalisation. Il a, comme d'habitude, il y a un certain nombre de références dans vos textes qui sont un peu obscures, si on ne va pas y regarder tout à fait dans le détail. Bon, il se trouve que j'ai été un peu y regarder dans le détail, donc j'y vois un peu plus près, mais il m'intéressait que vous en parliez. C'est-à-dire, finalement, donc vous nous disiez, peut-être aussi par-delà votre histoire biographique propre, dont je rappellerai quand même que elle est quand même passée d'une part par une classe préparatoire Mathsup, si je ne me trompe, à Lyon, et puis après j'ai cru savoir que vous étiez inscrit aussi en faculté de mathématiques, mais que vous n'étiez pas très assidu, m'a-t-on dit. Non. Donc il y a quand même en tous les cas des éléments de départ, et il y a à la fois une base de départ, et d'autre part il y a une flèche, il y a un vecteur, puisqu'il y a l'idée que finalement la logique mathématique peut clarifier une figure moderne de la théorie, et je voulais savoir quelle était un peu votre propre histoire finalement de rapport à cette dimension. Mon histoire est très simple. Avant de se décider complètement pour la musique, il y avait des pressions familiales, je dirais, qui étaient pour une profession plus stable et moins inconnue que la profession de musicien. Donc, comme je me suis révélé non pas très doué du reste, mais simplement un peu plus doué pour les mathématiques que pour autre chose, on m'a mis dans cette filière-là, et une année j'ai persévéré en disant bon, il faut prendre son mal en patience, mais la deuxième année, celle où vous avez remarqué que je n'étais pas très assidu à la faculté, en effet je n'ai pas assidu du tout, car c'était l'année de l'émancipation, et donc au contraire où les mathématiques m'ont paru d'abord comme une charge tout à fait superflue dans mon existence. Et du reste, on dit toujours, je lis souvent à mon sujet, ah oui, il a fait des études de mathématiques. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin, justement, que cette année de mathématiques supérieures. Et je dois dire que au Collège de France, on est confronté avec vraiment un très haut niveau de mathématiciens. Et on reçoit chaque année un résumé de tous les cours du Collège de France. Et j'ai essayé simplement par curiosité de lire les résumés de ces cours, et je dois avouer que j'ai été largué, mais totalement. Je suis, du reste, les mathématiques ont fait en 60 ans, plus de 60 ans même, disons un cheminement tout à fait extraordinaire par rapport à ce qu'on enseignait à l'époque, et donc je me suis senti largué, mais sans aucun complexe d'infériorité, je dois dire franchement. Je me suis senti largué en effet parce que je ne pouvais pas suivre. Je rends compte qu'il y a une question de spécialisation, et donc c'est pour ça que je n'ai aucune prétention dans ce cas-là, et je me méfie beaucoup toujours des parallèles qui sont trop étroits entre les sciences en général, les mathématiques en particulier, et la musique. Je donne un exemple. Vous avez une courbe merveilleuse, vous avez une fonction qui fait une courbe merveilleuse, très compliquée, etc., très complexe.
et on vous dit ça peut servir en musique. Eh bien pas du tout, ça ne peut pas servir en musique parce que une courbe est un continu, et ce qui est intéressant en musique, c'est la coupure. C'est-à-dire, c'est la notion d'intervalle, c'est la notion de subdivision, c'est la notion de cassure, c'est la notion disons, de trajectoire, mais pas de trajectoire directe, de trajectoire qui est, disons, mêlée à d'autres paramètres, comme les paramètres du temps, par exemple, etc., etc. Si bien que quand on fait des rapports, disons, plutôt simplistes avec les mathématiques, ça ne marche jamais. Et ça ne peut pas marcher, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé, c'est par moment d'essayer, en tout cas dans des écrits très généraux, pas des écrits trop spécialisés, évidemment, de suivre la pensée de certains mathématiciens, c'est de lire la façon dont ils raisonnent et la façon dont ils expliquent surtout leur raisonnement. Car moi, je suis disons, un laïc dans ces choses-là, et ce qui m'intéresse, c'est leur façon d'expliquer leur pensée. Et là, je peux prendre des leçons, en effet. Des leçons, nous avons beaucoup insisté hier sur le mot déduction, et en effet, ce qui m'intéresse, c'est le côté déduction de leur pensée, et de voir comment ils expliquent cette déduction et comment ils justifient cette déduction. Et il y a aussi autre chose, c'est, je dirais, la gratuité de l'invention mathématique. Il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que, par exemple, un scientifique, disons physicien ou astrophysicien, etc., se base beaucoup sur des observations. Il note des phénomènes et il essaye de les expliquer d'une certaine façon ou d'une autre, plus convaincante. Mais quand on voit, par exemple, les théories des nombres en particulier, c'est vraiment très abstrait. Et c'est une pensée qui se développe par elle-même, sur elle-même, grâce à elle-même, et elle donne des résultats à l'intérieur d'un champ très précis, et ça donne vraiment le libre champ à la spéculation totale, sans aucune obligation. Et je pense que c'est ça que je trouve fascinant par rapport chez les scientifiques, c'est cette espèce de non-obligation de résultats, entre guillemets, de résultats tangibles. En tout cas, c'est la pure spéculation qui se réjouit d'elle-même. Et en musique, naturellement, nous ne sommes pas aussi réjouis de nous-mêmes parce que nous avons un résultat réel qui doit être un résultat esthétique. Et l'esthétique peut-être joue un certain rôle dans la spéculation mathématique, mais ce n'est pas un résultat esthétique au sens artistique du terme. Tandis que nous avons des obligations artistiques, et là, c'est là où le panorama change totalement, parce que nous ne pouvons pas nous fier, justement nous en avons parlé hier, dans l'excès de discipline, quand l'excès de discipline ne sert plus à rien, mais au contraire est un écran entre la volonté d'un phénomène esthétique ou d'un phénomène artistique et le moyen d'y parvenir. Donc pour moi, voyez-vous, je suis très attaché à m'intéresser au phénomène, et en même temps, je m'en méfie énormément parce qu'on risque d'être simpliste, on risque de perdre de vue vraiment les buts très spécifiques de la composition musicale, et donc c'est plutôt, disons, un dérangement dans une pensée. Si je lis quelque chose, ça me dérange dans ma pensée. Et ça, c'est intéressant. Alors, il y a d'autres dérangements. Il y a un dérangement, par exemple, par la peinture ou par la poésie. Ces dérangements existent. Mais je considère que c'est un dérangement exceptionnel et exceptionnellement utile. À vous lire, on avait l'impression que la formule du dérangement me surprend un peu à propos des mathématiques, parce qu'on avait l'impression, donc, c'était en tout cas mon impression, que vous cherchiez plutôt une forme d'arrangement, on va dire, dans les mathématiques, mais peut-être pas dans les mathématiques, j'allais dire concrètes, c'est-à-dire celles des courbes, des figures et des nombres, mais plutôt justement au niveau de la logique mathématique, quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça a été peut-être de votre part un effort relativement momentané, je dirais peut-être entre 60 et 63, où j'ai quand même l'impression à vous lire que vous cherchiez encore une fois non pas dans la mathématique concrète, la géométrie, l'arithmétique, ou telle forme d'algèbre, mais encore une fois dans les grands modes de raisonnement, ce que vous appelez les modes de déduction, donc finalement la logique, enfin. Vous essayez de chercher une manière quand même d'organiser moins le discours musical lui-même
moins les déductions effectives de la composition que finalement la réflexion du musicien. La réflexion du musicien est donc une manière pour le musicien d'essayer de ressaisir dans la langue naturelle, celle que l'on parle là, les enjeux proprement musicaux qui, elles, évidemment, sont... sont les enjeux proprement musicaux qui sont tout à fait différents dans leur... Alors, voilà, il m'a semblé quand même que, par exemple, vous citez... alors, il se trouve qu'en plus, c'est un peu amusant parce que c'est des gens qui sont eux-mêmes issus de cette école. Roger Martin, qui avait écrit un livre sur la logique contemporaine, je ne sais pas si vous en souvenez. Vous avez fait plusieurs fois référence aussi à Louis Rouget, qui est un philosophe qui a fait des travaux philosophiques à partir de Poincaré. Vous avez aussi, dans un autre domaine, cité un physicien, Léon Brioulin, que moi j'avais connu par ailleurs par Philippot, parce qu'il avait fait une présentation de la théorie de l'information dans les années 50, et qui était aussi un véhicule assez important pour un certain nombre de compositeurs pour réfléchir. Et puis une citation indirecte à un géomètre allemand, Pache, mais qui s'avère en fait être cité par Rougier. Donc on avait l'impression, toutes ces citations se concentrent entre 60 et 63, me semble-t-il. Et donc, pourquoi, d'une façon, cette concentration plus momentanée? Est-ce que... Parce que si je vous taquine... Si non, vous ne taquinez pas du tout. Je vais vous taquiner. Attendez, la taquinerie va venir. Ouais. Et va venir, lorsque l'on cherche les concepts mathématiques que vous utilisez, j'en ai trouvé deux. C'est le PPCM et le PGCD. Ça c'est très à l'école primaire. Voilà, exactement. Donc il y a d'un côté les concepts mathématiques, c'est cela. Donc ça c'était la taquinerie, pardonnez-moi. Et puis sinon donc il y a les grandes références concentrées sur 60-63. Donc il y a quand même il y a une histoire. Enfin dans vos rapports, à un moment donné vous y avez plus misé là-dessus peut-être et moins après. Enfin. Oui, il est probable que ces années 60, c'est là où quand le pic, comment on peut dire, le sommet de Darmstadt, et c'est là où on réfléchissait beaucoup et on avait des échanges, disons, assez pointus, justement sur à peu près tous les sujets. Et je pense que, vu rétrospectivement, c'était une façon de se rassurer, tout simplement. Parce qu'on avançait sur un territoire qui était au fond très, très peu exploré, encore très incertain, exploré d'une façon très incertaine en tout cas, et la confrontation ou la comparaison avec d'autres modes de pensée qui étaient, eux, plus sûrs, plus assurés, était une façon d'occuper le terrain et d'essayer d'occuper le terrain justement avec des arguments, je dirais, entre guillemets, inébranlables. Donc, je vois ça du reste avec... il y a une certaine naïveté à vouloir se rassurer de cette façon-là, et en même temps c'était, je crois, à cette époque-là, tout à fait indispensable, en tout cas, dans une certaine forme de raisonnement. Parce que c'était inattaquable. Il y avait une espèce de vérité scientifique qu'on appliquait à la musique, et on croyait la vérité scientifique en tout cas, et cette vérité donc devait répandre ses bienfaits sur la pensée musicale et la justifier en même temps. Voilà comment je peux expliquer ce recours qui a été si persistant pendant, en effet, vous avez signalé, c'était pendant 2 ou 3 ans, entre 59-60 et 63. Après, je m'en suis détaché beaucoup, c'est-à-dire que j'ai ce que je vous ai dit, je ne veux pas me répéter, mais je me suis rendu compte que ces parallélismes trop insistants n'était pas vraiment très, très producteur de pensée proprement musicale, et que la pensée musicale avait toujours des accidents qui ne rentraient pas dans le système. C'est comme si vous établissiez, je ne sais pas, l'observation du monde suivant une certaine loi que vous avez établie, et que vous voyez tout d'un coup qu'une planète n'obéit pas. Bon, vous devez trouver une autre explication. Et puis vous découvrez qu'une autre planète n'obéit toujours pas. Donc vous trouvez une troisième explication. Et il y a à un moment donné où vous arrivez à penser que toutes les explications que vous avez cherchées ne servent pas à grand-chose. En tout cas, vous en servez sur le chemin, à parcourir votre chemin à un moment donné, mais que ce devient au contraire des charges inutiles à partir d'un certain moment. Ça m'intéresse toujours de lire au sujet, mais ça m'intéresse non pas pour faire des applications directes, mais au contraire pour réfléchir davantage dans ce qui me concerne directement et pour essayer d'adopter un autre mode de pensée.
C'est ça qui m'intéressait. Au fond, je cherche toujours non pas tellement une traduction qu'une translation. Il faut faire passer, disons, une façon de penser d'un domaine à un autre par une sorte de translation qui change du reste les données progressivement au point de les déformer totalement. Alors, deuxième volet, après les mathématiques, la philosophie, puisque je vous relis, les exigences de la musique actuelle vont de pair avec certains courants de la mathématique ou de la philosophie contemporaine. Alors, si on se livre au même exercice à propos de la philosophie, certes, on trouve beaucoup de noms sous votre plume, et là, dans une période très vaste, enfin, ça va de Descartes, Pascal, jusqu'à Deleuze. Mais en vérité, j'ai l'impression aussi que vous avez un rapport que j'appellerais, vous faites une référence à la philosophie qui est un peu une révérence, j'ai l'impression, parce que je m'interroge sur la manière dont la philosophie ou non vous a elle-même nourri, stimulé, a provoqué ou non des accidents dans votre déploiement. Bon. Alors ça c'est une question un peu générale, une question un peu plus particulière à propos d'Adorno, puisque vous lui consacrez plusieurs textes dans les volumes qui nous occupent. Une chose qui m'a très frappé dans un des textes que vous rapportez des souvenirs d'Adorno à Darmstadt, c'est une intimidation, un terme qui vient 3 fois sous votre plume, qui m'a relativement surpris parce que je pensais que vous étiez quelqu'un intimidé, j'allais dire par personne, mais visiblement on est, je crois, dans les années 60 à ce moment-là à Darmstadt. Vous l'étiez, vous disiez même je ne voyais pas comment me mesurer à lui-même. Et finalement, je me suis demandé si ces indications à propos d'Adorno ne signifiaient pas quelque chose de plus général dans votre rapport à la philosophie, c'est-à-dire donc une sorte de révérence intimidée à une discipline, plutôt qu'une familiarité, et une intimité à ce type de pensée. Oui, je dois dire, alors, sans faire preuve de spéciale humilité, mais que les philosophes m'ont toujours intimidé parce que j'étais pas très fort en philosophie quand j'étais jeune, et il en est resté des traces, en tout cas. C'est-à-dire que je me suis senti toujours en état d'infériorité. Et alors, vis-à-vis d'Adorno, il y avait une double et même une triple infériorité. Le fait d'abord qu'il ait connu les compositeurs que je révérais moi, mais que je n'avais pas du tout connu personnellement, c'est-à-dire il avait été un très proche familier d'Alban Berg, et il avait connu bien Webern et aussi Schoenberg, quoique les rapports avec Schoenberg ont été beaucoup plus, disons, tumultueux ou en tout cas orageux que ses rapports avec les deux autres. Enfin, il avait cette connaissance de ce milieu historique qui était déjà historique en 1960. Il y avait, deuxièmement, la pensée d'Adorno, qui était très complexe, très difficile, et alors, il y avait surtout sa grande supériorité sur moi, qui n'en avait aucune dans ce domaine. C'était un sociologue, et qui avait une pensée extrêmement organisée, charpentée, et basée sur des connaissances très réelles que je n'avais absolument pas. La troisième chose, c'était le langage. Le langage d'Adorno, alors moi quand j'ai commencé tout de même à être plus familier avec l'allemand, j'ai lu les textes d'Adorno et j'avais vraiment beaucoup de mal et je ne comprenais pas toujours sa dialectique et même le sens de ses phrases. Et j'ai demandé à quelques Allemands qui pouvaient lire l'allemand alors tout à fait couramment, j'ai dit, j'éprouve une énorme difficulté à le lire. Il m'a dit, nous aussi. Alors, donc, j'ai été un peu rassuré sur ce plan-là. Et en effet, la pensée d'Adorno se traduit par un langage qui est par moments, extrêmement difficile à déchiffrer, parce que sa pensée est difficile à déchiffrer, et donc le langage correspond à ça, à cette complexité de la pensée. La deuxième chose, c'est que j'ai eu des amis philosophes. Vous avez parlé de Foucault, je parle de Deleuze, j'ai connu de Barthes, enfin, tous ces-là, j'ai connu Derrida, et je me sentais tout à fait petit garçon, c'est-à-dire que j'ai exactement l'attitude de Foucault par rapport à la musique. Je me souviens une fois, nous avons fait un colloque au tout début de l'IRCAM, ça devait être en 78 ou 77, 78, je me souviens pas, et j'avais demandé justement à Foucault, à Barthes et à Deleuze d'y participer. Très bien. Et je me souviens, à la séance finale, je voulais que chacun donne son avis sur un certain nombre de questions qui avaient été soulevées pendant cette semaine de colloque. Et je me souviens, Barthes s'est défilé, il a lu un apologue chinois, très joli du reste, mais comme ça, c'était sa façon de s'évader du problème.
Foucault a dit, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas suffisamment, je ne prononce pas, je ne dis rien. Et il n'y a que Deleuze qui s'est lancé et qui a fait du reste une très brillante intervention. Et dans ce cas de confrontation avec la philosophie, je me sens tout à fait dans la peau de Foucault par rapport à la musique. C'est-à-dire que je n'ose pas dire, je pense, je lis, mais je me sens pas du tout capable de formuler. Ou si je le formule par la musique et non plus par les mots, si je peux dire. Donc c'est pas un complexe d'infériorité tellement, mais je me sens tout de même très peu sur un territoire où ma formulation pourrait prêter à sourire, j'imagine, et donc je préfère ne pas prêter à sourire dans ces cas-là. Voilà. Oui, c'était pas pour vous tendre un piège, hein, vous faire dire des non, mais je peux me confesser très facilement sur ce plan-là, en tout cas. Non, c'était pour comprendre finalement pourquoi vous aviez quand même lancé cette directive de contemporanéité avec la philosophie, parce que... Oui, mais parce que j'ai connu ces philosophes et je trouvais que leurs pensées, leurs écrits m'ont influencé, mais j'aurais été incapable de dialoguer avec eux. Voilà ce que je veux dire. Qu'il y ait un dialogue où chacun donne des idées suivant son degré de compétence et de connaissance, là je suis tout à fait d'accord. Et dans un dialogue, j'admets bien, surtout dans un dialogue privé, qu'on peut parler, et je me suis livré quelquefois un dialogue personnel, soit avec Derrida, soit avec Deleuze, soit avec Foucault. Alors en privé, c'est très bien, parce que on accepte, disons, très facile, ils acceptaient très volontiers mon infériorité dans ce cas-là, ou alors ils acceptaient quelques façons de d'écrire. Par exemple, j'ai été très étonné quand j'ai lu 1000 plateaux de Deleuze, qu'il avait fait un sort, si vous voulez, à une distinction que j'avais fait sur le temps lisse et le temps strié. Et c'est une chose qui l'avait beaucoup frappé et qu'il a retenu comme un des concepts les plus importants par rapport à sa définition du temps. Et j'ai été très content qu'ils le prennent, mais je n'avais aucune ambition, disons, moi, et je n'aurais pas pu écrire un développement comme Deleuze a écrit sur le temps lisse et le temps strié. D'un autre côté, moi je me suis beaucoup servi de son concept de rhizome. Il a écrit ce petit livre Rhizome, et en effet, j'ai trouvé, mais après coup bien sûr, puisque je l'ai lu après avoir composé certaines heures, que mon type de développement musical s'apparentait beaucoup plus au rhizome qu'à l'arbre, si je peux dire. Et ce sont des choses qu'on découvre et qui vous convainquent que vous avez eu raison, parce que quelqu'un pense de la même façon en même temps que vous, sans que vous l'ayez consulté. Troisième volet, si on continue un peu le panorama, si vous me permettez. Bon, finalement, vos références les plus actives sont du côté des arts, ce qui est bien naturel, évidemment. Du côté des arts, me semble-t-il, il y a une priorité manifeste, enfin deux priorités manifestes qui sont la littérature, en mettant dedans la poésie, et la peinture. Et alors, évidemment, quand on se dit ça, on se dit, tiens, mais il y a des références qui n'apparaissent pas. Alors, je voulais un tout petit peu vous interroger dessus. Je pensais en particulier à deux arts qui, quand même, sont eux-mêmes dans le temps, donc on aurait pu penser qu'ils vous auraient stimulé, qui étaient le cinéma et la chorégraphie. Est-ce que, finalement, comment se fait-il que... Non, je ne parle pas de références culturelles, c'est pas ça. Non, je comprends. Ça ne vous a pas du tout jamais stimulé Je crois qu'on doit avoir des faiblesses. Je ne sais pas, chacun a ses faiblesses. Et je n'ai aucune faiblesse pour le cinéma. Franchement, il y a une telle production commerciale qui domine tellement disons les quelques films qui sont intéressants. Je les fais rire tout le monde quand je cite les films que j'ai beaucoup aimés. Il y en a un qui s'appelle Sayat Nova, que personne ne connaît, et qui est de Parajdanov, qui est un film absolument admirable. Aussi bien par les images, par le sens, par la façon d'organiser le temps, etc. Et il y a un autre qui était de Global Rocha, qui s'appelle Antonio dos Mortes, qui était un film des années 60 aussi, où vraiment, là, ce ne sont pas des petites histoires d'adultère ou de combinaisons, etc., que je trouve insupportable. La plupart des films se réfèrent au théâtre de Bernstein ou à un pire théâtre de Henri Bataille. Je veux dire, ces films se réfèrent à une période, pour moi, qui est totalement insuffisante. Et quand on voit, par exemple, des adaptations, je suis allé là, non pas par punition, mais pour me rendre compte, je suis allé voir le seul film qu'on a extrait de Proust, à la recherche du temps perdu. Et c'était abominable. Je veux dire, il n'y avait aucune comparaison entre le niveau de ce film et le niveau de Proust.
Je veux dire, pour moi, et même les films de gens qu'on porte sur le pavois me paraissent tout à fait incompatibles ou incomparables avec la meilleure littérature du siècle. Je veux dire, vous n'avez jamais eu un Joyce en film, je regrette beaucoup, mais ça n'existe pas pour moi. Je n'ai pas vu l'équivalent, en tout cas. Je n'ai pas vu l'équivalent de L'homme sans qualité, comme dans le film. Je ne vois pas. Enfin, peut-être je suis aveugle, je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vu que quelques très rares films, je vous dis, comme ce film de Parajanov, par exemple, qui vraiment est une invention qui est en même temps par l'image, par le sens qu'il donne à ces images, par ce qu'il raconte aussi. Ça, c'est un film exceptionnel. Et oui, le cinéma en général me laisse passablement indifférent. Enfin, tout ce qu'on dit, même Godard qui a essayé de casser la forme du film et d'essayer de recomposer un film d'une façon différente. Mais l'histoire elle-même, toutes ces citations de cabinets de dentistes que j'appelle, c'est les livres qu'on trouve chez les cabinets de dentistes en attendant. Alors, on vous lit ça, on dit, ah, quel merveilleux intellectuel. Non, je trouve ça assez pénible, au contraire. Mais enfin, je dis, c'est une opinion peut-être un peu tranchée, mais qui est vraiment très profondément ancrée en moi, tout simplement. Alors, la chorégraphie, ça, c'est tout à fait autre chose. J'aime beaucoup voir certaines chorégraphies, et en même temps, ça me pose toujours le problème, mais ça, c'est un problème qui est inhérent disons, au processus même. Parce que, dans un cas, je l'admets très bien. J'admets très bien qu'on prenne un poème, qui n'a pas besoin de ça, et qu'on mette de la musique dessus, si je peux dire. Et que ce poème soit transfiguré et soit pris par une autre personnalité, une personnalité musicale. Ça existait depuis longtemps dans la littérature musicale, et ça existe encore. Et ça, je comprends très bien cette greffe de l'un sur l'autre. Quelquefois, la greffe chorégraphique sur des musiques déjà existantes, bon, je peux très bien admettre, justement, parce que, après tout, la liberté d'expression et de greffe est tout à fait légitime. Et en même temps, la plupart du temps, je ne saisis pas le rapport profond qu'il peut y avoir entre les structures d'une musique et les structures de gestes. Bon, si par exemple une musique est excitée, qu'on fait des gestes excités, on se dit, bon, très bien, oui, j'ai compris, merci. Et puis, quand la musique est plus calme, on a des gestes plus calmes, plus lents, etc. Là, il y a une espèce de redondance. Quand on veut, par exemple, comme le faisait Cunningham avec Cage, quand on veut absolument faire une espèce de superposition qui n'a plus rien à voir avec la synchronisation, qui n'a plus rien à voir avec, ou qui observe de temps différents, ça peut être intéressant, ça peut être aussi complètement gratuit. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre n'importe quoi sous n'importe quoi. Et donc là aussi, ça me laisse perplexe de cette façon-là. Alors, je préfère, si vous voulez, quelque chose, mais quelquefois c'est très anecdotique, des chorégraphies sans histoire, si je peux dire sans histoire avec un petit H, mais avec beaucoup d'histoire, petit H S, cette fois-ci. Et on accepte ça parce que il y a une musique qui est fonctionnelle en dessous, mais qui n'est pas très intéressante. Si j'ai vu certaines chorégraphies qui étaient intéressantes, mais le niveau de la musique ne dépasse pas le niveau de la musique de film, c'est-à-dire une musique, disons, mineure et qui n'a pas d'intérêt pour elle-même. La période des grands ballets a été très très courte finalement, et qu'est-ce que vous voyez, ce sont les ballets de Stravinsky qui sont restés. Plus même que les ballets de Ravel ou de Debussy. Debussy, jeu, par exemple, se passe tout à fait bien de l'argument du ballet, mais Sacre du printemps et les noces on a besoin de la scène pour exister. Ils ont besoin de la scène pour exister, quoique leur musique soit tout à fait capable d'exister par elle-même, absolument. Du reste, Sacre du printemps a été vraiment, c'est surtout Béjart qui l'a
relancé en tant que ballet dans les années 60, parce que entre 1920 et 1960, il n'y avait pratiquement aucune mise en scène du Sacre du Printemps. Parce que c'était très difficile, et ça reste difficile pour des danseurs de comprendre la complexité rythmique de Stravinsky dans certaines pièces du Sacre du Printemps. Donc vous voyez, là je suis, je dirais, plus ouvert, plus indulgent, et en même temps, il y a des choses qui me laissent non pas indifférent, non pas du reste du point de vue polémique, que je ne veux pas polémiquer comme ça, mais je trouve que quelquefois, comme on dit, ça passe à côté du sujet pour moi. Il y a quelque chose qui me paraît simplement superflu, agréable peut-être à regarder, mais superflu la plupart du temps. Et ça m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir vraiment une sorte de contrepoint réel entre une musique dont on comprend la structure vraiment, dont on comprend le sens, et une chorégraphie qui aurait un sens peut-être différent, peut-être décalé, mais qui serait en contrepoint avec la musique. Donc, vous voyez, je suis ouvert, plus ouvert que pour le cinéma, je peux dire, mais j'ai des moments de scepticisme, je dirais. Mais pour relancer un peu la question, on pourrait penser que la chorégraphie ne vous intéresse pas directement pour les rapports avec la musique, mais pour les opérations elles-mêmes de la chorégraphie, c'est-à-dire les tempi, la question des vitesses, la question d'une polyphonie, d'ailleurs quand il y a plusieurs danseurs, et pour relancer aussi sur le cinéma, la question du montage. Est-ce que c'est pas, vous voyez, un type d'opération qui ont quand même tout à voir, somme toute, avec le temps, alors certes pas au même sens que la musique, mais dont vous auriez pu tirer, je ne sais pas. Hier, vous nous avez raconté une petite anecdote assez drôle, puisque vous avez été inspiré par une mauvaise dramatique vue à la télévision, si je me souviens bien, qui était basée simplement sur le fait qu'à un moment donné, le temps s'arrêtait, et vous en avez déduit des choses assez lointaines. Donc, si d'une petite chose aussi anodine que celle-là, vous voyez, on aurait pu penser que vous auriez déduit des choses du montage, ou encore une fois, de sorte de polyphonie des tempi, comme il y en a dans certaines chorégraphies, où par exemple les danseurs se déplacent avec des vitesses différentes, etc., absolument indépendamment de tout substrat musical. Oui, je sais bien, mais la plupart du temps, il y a tout de même, dans les chorégraphies que j'ai vues, en tout cas, il y a tout de même un substrat musical, de quelque sorte qu'il soit. Et quelquefois, ce substrat musical est très pauvre. C'est une espèce de fond sonore qui est là et qui, en lui-même, n'a pas d'intérêt. Et je trouve que s'il y a quelque chose, s'il doit y avoir un contrepoint, une lutte entre musique et chorégraphie, il faut que les deux soient forts. Et s'il y a un élément des deux qui est faible, le combat ne se passe pas, tout simplement. Et de même, vous parlez en effet le montage. Si vous parlez de films de montage comme Eisenstein, par exemple, 10 jours qui ébranlèrent le monde, qui est vraiment un film absolument extraordinaire de ce point de vue-là, alors vraiment trouver quelqu'un qui a fait mieux depuis ce temps-là. Et moi, je n'ai pas vu. Et alors, surtout, s'il y avait des films, par exemple, comme les films du Danois, mon Dieu... Dreyer. Non, Dreyer, voilà, merci. Des films, les premiers films de Dreyer sont absolument exceptionnels aussi. Mais depuis ce temps-là, j'ai pas vu de films qui moi, enfin, j'ai pas vu ces films quand j'avais 10 ans, naturellement, ou 5 ans, mais j'ai vu ces films plus tard à la Cinémathèque. J'étais non pas un des piliers de la Cinémathèque, mais j'allais très souvent à la Cinémathèque quand j'étais très jeune, vers 47, 48, quand la Cinémathèque était encore avenue de Messine. Et on n'était pas nombreux, du reste, on devait être quelque chose comme 15 à 20 par séance. Mais ça m'intéressait, mais c'est justement, ce que je n'ai pas vu, c'est que des auteurs plus modernes aient tiré des conséquences de ces films-là. Et il y a une pression du commercial qui est telle que finalement, ils se résolvent à des solutions plus ou moins bâtardes, avec des histoires plus ou moins intéressantes, et plutôt moins que plus même. Et donc, ça plombe leur film terriblement, à mon avis en tout cas. Dernière thématique, avant peut-être de passer la parole à la salle pour d'éventuelles questions. Du point de vue de vos enseignements, je vais le dire de manière un peu provocante, mais si l'on regarde l'ensemble de votre enseignement, vous avez enseigné beaucoup plus à des non-musiciens qu'à des musiciens.
Parce que, bon, vous nous avez expliqué hier les réserves que vous aviez pour enseigner la composition aux musiciens. Enfin, pour ma part, je les comprends très bien. Mais il se trouve que pendant 20 ans, donc, vous avez enseigné la musique au Collège de France. Au Collège de France, par définition, ça s'adresse à tout public, enfin, donc à des non-musiciens. Alors ça, c'est une chose d'ailleurs à laquelle cette institution est sensible, parce que nous-mêmes, dans le département Passerelle des Arts, on fait des cours de musique pour justement des non-musiciens, enfin scientifiques et littéraires qui peuvent être musiciens amateurs, mais qui sont pas musiciens professionnels. Alors, est-ce que c'est quand même assez frappant de voir que finalement, et puis d'autre part, dans toute une série disons, d'actions pédagogiques ou didactiques que vous avez faites à l'IRCAM ou autour, vous avez justement essayé de, quand même, somme toute, enfin, je ne sais pas si vous diriez enseigner la musique, enfin, ça s'appelle quand même leçon de musique, donc il y a bien quelque chose comme un enseignement ou une instruction, d'adresser la musique non pas immédiatement aux musiciens pour les faire progresser dans leur art, mais aux non-musiciens. Bon. C'est assez frappant parce que ça me paraît assez aussi unique, on va dire, dans la catégorie que j'aime appeler celle des musiciens pensifs. C'est-à-dire pas simplement ceux qui sont artisans, mais ceux qui aussi se soucient de réfléchir leur art et de le formuler dans la langue. D'associer donc cette réflexion à une transmission bien au-delà du public des musiciens. 20 ans d'enseignement à des non-musiciens et 3 ans ou 2-3 ans à des musiciens, c'est assez étrange. Oui, c'est une proportion inversée par rapport à ce qui pourrait être, mais je vous ai dit, je ne croyais pas à l'enseignement de la composition, donc il faut bien commencer par autre chose. Et en effet, le but du Collège de France est de tenir un public aussi peu, disons, choisi que possible, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sélection de public, c'est ça que je veux dire. Tout le monde peut venir, qui veut venir à n'importe, n'a pas besoin de présenter patte blanche, si je peux dire. Donc, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est de faire partager, du reste c'est le but du Collège de France, de faire partager les réflexions que j'étais en train de faire à ce moment-là, dans cette année-là, sur les travaux que j'étais en train de faire. C'est pour ça qu'il y avait deux choses. Il y avait les leçons qui étaient des leçons, ce qu'on appelle magistrales, c'est-à-dire où j'exposais un certain nombre de choses qui me préoccupaient juste à ce moment-là, mais évidemment sous une rubrique générale. Je ne parlais pas de mon quotidien, je parlais simplement d'une préoccupation plus générale. Et il y avait aussi, au même moment, il y avait des séminaires. Et alors des séminaires qui étaient vraiment, eux, très pratiques, c'est-à-dire des séminaires qui se concentraient sur l'œuvre que j'étais en train de faire à ce moment-là. Je l'analysais, je donnais des exemples, vraiment je m'occupais de faire comprendre directement, alors avec tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire des moyens d'écoute indispensables, qui faisaient comprendre exactement par exemple, comment je développais une idée, entre autres. Donc c'était ce côté pratique, manuel, je dirais, étant évacué par les séminaires, les leçons étaient au contraire tournées constamment vers des problèmes très généraux que peut-être tout le monde ne pouvait pas comprendre d'une façon identique, mais je tâchais d'aller, disons, à une pensée suffisamment générale pour être comprise de celui qui ne fait pas de la musique directement. Et ça m'intéresse beaucoup, en effet, parce que on a des occasions d'éduquer un public, disons, par des œuvres, par des concerts, c'est-à-dire le concert est une forme d'éducation musicale, que ce soit une éducation plus plaisante ou moins austère, c'est tout à fait vrai, plus attractive, je dirais, mais il y a un côté, malgré tout, un côté pédagogique, simplement dans le fait que le concert réunit un certain nombre d'œuvres que vous mettez en face les unes des autres, qui s'éclairent les unes des autres, qui se repoussent les unes les autres et qui vous font réfléchir aux unes et aux autres. Donc il y a de ce point de vue-là un côté qui est dissimulé autant que possible, mais qui existe et qui est une pédagogie par l'œuvre elle-même. Et puis la pédagogie de la création, c'est autre chose. C'est comment vous arrivez à une œuvre. Là, quand vous avez un concert, vous ne dites pas comment vous arrivez à cette œuvre, vous le faites tout simplement. Tandis que dans une leçon, vous expliquez quels sont les problèmes. Il y a un problème, par exemple, que tout le monde peut comprendre et qui a été la dernière année de mon cours au Collège de France, qui s'appelait le tout
fini ou non fini, ou infini. Je voulais pas justement faire l'ambiguïté du mot. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais c'était le sens de ça. Et donc, est-ce que l'œuvre est aboutie? Et je me rappelle plus quelle citation j'avais donnée, mais l'œuvre n'est jamais achevée, elle est simplement terminée provisoirement. Et je trouve, pour moi, c'est quelque chose en effet, on peut toujours revenir sur une œuvre et y revenir, soit en créant une autre œuvre, soit en revenant à cette même œuvre. Et la conception d'abouti est une conception qui se délite au fur et à mesure qu'on avance. Si vous voyez par exemple en littérature, bon, le Proust, c'est une œuvre achevée, mais c'est une œuvre achevée parce qu'il est mort et qui n'a pas pu ajouter quoi que ce soit parce que la coupure a été définitive. Mais on voit très bien que les derniers chapitres du roman sont écrits tout à fait à la va-vite et qu'il y a des contradictions, il y a des personnages qui étaient morts qui revivent, il y a des confusions topographiques, etc., etc. Enfin, il y a vraiment un lot de contradictions parce qu'on voit que ça a été écrit sous pression et qu'il a voulu terminer avant de laisser tomber la plume. Mais une œuvre, par exemple, comme Finnegans Wake, est une œuvre où exprès, qui est bien terminée, elle, mais qui exprès est une sorte de recommencement. La phrase finale se termine par 3 points et la phrase qui commence le roman se commence aussi par 3 points, si bien que la phrase qui termine se continue par la phrase qui commence. Et donc on voit déjà le côté inabouti de l'histoire, c'est-à-dire c'est une perpétuelle relecture. Vous pouvez relire le livre constamment si vous avez envie de le faire, naturellement. Donc il y a quelque chose aussi dans la fragmentation. Je vois par exemple la production de René Char. Je crois qu'il y a un seul poème qui est un poème long. C'est Le visage nuptial. Et Le visage nuptial qui a engendré les 2 autres qui sont des poèmes plus courts, mais des poèmes narratifs aussi. Et je crois que ce sont les seuls poèmes narratifs de René Char. Car après, vous avez l'œuvre en fragmentation. Et c'est une œuvre qui est restée constamment en fragmentation, c'est-à-dire vous pouvez les relire dans n'importe quel ordre. L'ordre n'est plus du tout narratif, mais c'est un ordre que vous pouvez décider vous-même. Donc on voit que le livre est fait et en même temps le livre n'est pas fait, parce que vous pouvez le lire dans toutes les directions. Et je pourrais vous aussi, pour les tableaux par exemple, même déjà les séries de Monet par exemple, avec des mêmes paysages, mais seulement qui sont dans des teintes différentes, c'est pour moi le type de l'infini, parce que vous pouvez continuer comme ça perpétuellement. Il aurait, au lieu de faire 6 tableaux d'ormes, par exemple, de peupliers, du moins, je veux dire, où il aurait pu en faire 40, il aurait pu faire 100 églises de Rouen. C'est quand même, il y a quelque chose de non fini dans la pensée, quelque chose qui peut se prolonger et qui commence assez tôt, justement. On voit dans la peinture, le Monet, c'est 1880 à peu près, entre 1880 et 90, et aussi, on voit le mal que Debussy a eu à vouloir finir certaines œuvres, et que certaines œuvres sont restées en souffrance et sont restées un tout petit peu comme ça, disons, dans l'attente de quelque chose d'autre. Si vous voyez les esquisses des opéras de Debussy, des opéras qu'il n'a pas écrits, c'est-à-dire la chute de la maison Escher en particulier, on sent qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se cristalliser, qui ne peut pas finir. Donc, même dans les œuvres finies, il y a quelque chose d'infini ou de non fini, et dans les œuvres non finies, on voit qu'il y a une tendance au fini. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'ambiguïté qui existe beaucoup à partir en particulier de la première moitié du XXe siècle, déjà. Et puis il y a un peu ce dont vous nous avez parlé hier, qui est la politique du frigidaire, puisque j'ai cru comprendre que la plupart de vos œuvres, en vérité, sont au frigidaire et elles peuvent être réchauffées selon telle ou telle évolution climatique. Elles ne se dégradent pas, en tout cas. Peut-être, Jean-Jacques Natier, tu souhaitais intervenir pour lancer les...
question de ça. J'aurais, Pierre, deux questions sur deux sujets très différents à partir de ce que vous venez d'exprimer. Premièrement, dans la question du rapport entre votre pensée, votre travail de compositeur et la philosophie, il y a un mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure, ni par François, ni par vous, c'est le structuralisme. Or, quand on regarde penser la musique aujourd'hui, en fait, à côté des logiciens et mathématiciens que vous citez, il y a un nom de quelqu'un qu'on peut tout de même assimiler à un philosophe, même si c'est un anthropologue. Il y en a un seul, c'est Lévi-Strauss. Que vous citez, je ne sais plus la phrase par cœur, mais du point de vue de quelqu'un qui, dans les objets qu'il décrit, il s'agit des mythes bien sûr, regarde surtout les relations entre les parties et le fait que le résultat final soit quelque chose qui transcende l'organisation formelle de ces parties. Alors, c'est vrai que c'est même un lieu commun à votre sujet. On pourrait dire à la limite, mais même je l'ai déjà lu, vous êtes un compositeur structuraliste. Même, je pense par exemple à Serge Garand, qui a été votre disciple premier au Québec, qui disait « Je suis un compositeur structuraliste ». Donc il y a une espèce d'étiquette là. Bon, alors. On voit bien, par exemple, Relevé d'apprenti est publié dans la collection telle quelle. On est allé vous chercher pour publier ça dans une collection qui, à l'époque, était une des collections où la pensée structuraliste se manifestait, quelle que soit la forme qu'elle prenait. Alors, au fond, ma question, ce serait la suivante. Est-ce que, pour reprendre une expression qui vous est chère, est-ce que votre rencontre avec le structuralisme, elle se fait par volonté ou par hasard ? Je veux dire par là que, est-ce que vous avez le sentiment, surtout avec la distance, parce que, comme a dit Lévi-Strauss lui-même, le structuralisme est mort en 68. Bon. Est-ce qu'avec la distance, vous avez le sentiment que vous développiez un certain nombre d'attitudes compositionnelles reliées à une certaine conception de la musique? Par exemple, vous avez dit dans l'esthétique et les fétiches, la musique est un art asémantique, l'insistance sur les jeux de forme, etc. Bon, et là on pourrait citer Webern, Stravinsky dans cette perspective-là. Est-ce que c'est au fond ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une rencontre entre votre conception personnelle profonde de la musique au moment où vous élaborez votre langage avec d'autres courants qui se manifestent par ailleurs en littérature, dans l'analyse des mythes, etc. Ou est-ce qu'il y aurait eu à un moment donné, parce que vous n'êtes pas un analphabète, vous lisez un petit peu les gens à droite et à gauche autour de vous, est-ce qu'il y aurait eu tout de même, et c'est ça qui est intéressant avec la citation de Lévi-Strauss, à un moment donné je dirais pas une influence, mais quelque chose que vous auriez perçu comme une rencontre entre ce que vous pensiez vous-même comme compositeur et ce que pensaient d'autres penseurs dits structuralistes à la même époque. Je crois que c'est surtout une coïncidence parce que tout le monde a pensé un peu, non pas tout le monde, mais enfin un certain nombre de personnes ont pensé de la même façon à la même époque, tout simplement. Pour moi, c'était ceci. Même j'ai donné à ce moment-là, c'était pas en 68, moi c'était avant. En 52, j'ai écrit des pièces pour deux pianos qui s'appellent Structure, dont le titre est Structure. Pourquoi? Parce qu'en effet, le terme était je ne dirais non pas à la mode, mais enfin c'est un terme qui était très important dans le langage à l'époque et dans les écrits aussi. Oui, j'ai lu en effet Lévi-Strauss à l'époque, mais il y a eu un malentendu avec Lévi-Strauss. Il allait aussi loin que Schoenberg, mais pas plus loin, si je peux dire. Et il y avait, disons, une sorte de refus de sa part. Je crois que Célestin de Liège avait répondu d'une façon, c'est ça, d'une façon assez polémique même à l'époque. Et je crois que le seul qui ait fait de l'usage de Lévi-Strauss, c'est Berio, dans Symphonia, tout simplement, qui a utilisé les textes de Lévi-Strauss pour l'agréger à sa musique, tout simplement. Moi, j'ai bien sûr que j'ai lu, c'était très, très important, le Cruel Cuit en particulier. C'était très important et en même temps, pour moi, ce qui était important, c'était oui, tout l'environnement, tout ce que je lisais à l'époque, et en effet, mais c'est plutôt une coïncidence. Et je dirais que c'est une coïncidence qui se passe sur les lieux mêmes où on vit. Mais je cite toujours une coïncidence de deux personnes qui se sont complètement ignorées, qui ont eu une trajectoire absolument parallèle. C'est Mondrian et Webern. Les deux ne se connaissaient absolument pas, ni l'un ne connaissait ce que l'autre faisait, et réciproquement, si je peux dire. Il n'y avait donc aucune cohésion personnelle.
Et on voit que l'évolution de Mondrian depuis 1910 et jusqu'en 1930 en particulier reflète exactement, mais littéralement, l'évolution de Weber dans la même époque. Donc je pense que oui, on parle toujours en se moquant un peu du Zeitgeist, mais je pense que quand même ce Zeitgeist existe et que on est perméable, même si superficiellement on est perméable à ça et on réagit. Je ne sais pas s'il faut dire comme un microbe, mais en tout cas, on réagit à cette atmosphère certainement d'une façon beaucoup plus spontanée que réfléchie. Alors, si le président de séance me le permet, j'avais une deuxième question reliée à quelque chose que vous venez de dire, mais en même temps la question a été évoquée par quelqu'un ce matin en réponse à un des exposés, et c'est justement la question des œuvres de votre part qui reste non terminée. Je rappelais que, je crois que c'est Jameux qui avait fait cette réflexion, qu'au fond il y a beaucoup d'œuvres de vous que l'on sait inachevées, mais c'est parce que vous nous l'avez dit. Je veux dire, à la limite, si on ne savait pas qu'à un moment donné vous envisagiez de prolonger Répond, étant donné que ça se termine par une coda qui s'est trouvée dans les différentes versions, on ne saurait pas que dans votre tête, il y a eu à un moment donné le projet de prolonger l'œuvre avec une partie beaucoup plus lente qui aurait été inspirée de la musique japonaise, comme vous me l'avez dit un jour, etc. Mais la question que je voudrais vous poser par rapport à ça, et c'est l'intervention de François Nicolas qui me fait rebondir à ce sujet, c'est, au fond, elle est un petit peu radicale, et je sais que vous ne le prendrez pas mal. Est-ce que s'il y a des œuvres qui restent inachevées, même si vous nous avez annoncé qu'elles seraient prolongées un jour ou l'autre, est-ce que c'est parce que, au fond, ce que vous aviez envisagé d'apporter, d'ajouter à ces œuvres-là, ne vous concerne plus au bout d'un certain temps? Est-ce que, quand vous prolongez Dérive 2, par exemple, ça répond vraiment à des préoccupations compositionnelles du moment où vous le faites, et que par conséquent, des choses, je sais pas, Éclat multiple, par exemple, qui est censé ne pas être terminé non plus, ou cette fameuse troisième sonate dont on parlait hier, mais vous nous avez laissé entendre que peut-être vous y reviendriez. Est-ce que, quand on constatera un jour que des œuvres sont effectivement restées inachevées, soit parce que vous l'avez dit, soit parce qu'on confrontera avec les manuscrits qui sont à la Fondation Zacher, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, en quelque sorte, votre propre source s'était tarie? Voilà. Non, je peux vous dire très ingénument non. La source n'est pas tarie. La source simplement s'est arrêtée parce que d'autres occupations ou d'autres préoccupations ont coupé mon emploi du temps. Ça a été très difficile à partir d'un certain nombre de certaines années, et c'est là du reste on constate que les œuvres ont du mal à se terminer. C'est-à-dire vers les années 60, à partir du début des années 60, quand j'ai eu beaucoup à faire en tant qu'interprète, et ensuite en tant que directeur de l'IRCAM et en tant que directeur de l'ensemble contemporain, où j'ai assumé toutes les responsabilités au départ. Après, j'ai passé la main, mais au départ, quand ces institutions sont nées, il a bien fallu s'en occuper au quotidien, et quelquefois le quotidien était difficile, spécialement au début. Donc il y a quelque chose qui est là, indépendant, je dirais, plus ou moins de ma volonté. Vous pourrez me dire que j'aurais pu me passer de créer l'intercontemporain comme j'aurais pu me passer de créer l'IRCAM, mais je pense que c'était nécessaire et que le temps qui a été dépensé, l'énergie dépensée à ce genre de choses n'a pas été complètement inutile, certainement. Ceci dit, alors il y a des œuvres que je ne suis pas pressé de retrouver, par exemple Polyphonie X, je dois dire que je la laisse dans son tombeau très à tête reposée. Mais en effet, il y a des œuvres, vous avez parlé de Répond, je suis persuadé que je continuerai à répondre, mais avec la technique d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un développement de technologie sur les 20 ans qui séparent maintenant la version de Répond actuelle et ce que je pourrais en faire. Et il n'y a rien d'écrit, mais tout est possible. Voilà. Et ça, je le reprendrai certainement. Les autres, quelquefois, c'est beaucoup plus problématique. Tout simplement, c'est moins urgent. D'accord, donc il y a la différence entre le tombeau et le frigidaire, si j'ai bien compris. Le tombeau, le frigidaire et l'urgence. D'accord, et le chaud. Qu'est-ce qui est urgent pour vous en ce moment? Oh, je peux pas vous dire ça. Non, ça c'est... Il faudrait que je fasse un catalogue. C'est Don Giovanni à ce moment-là. Thierry Paul. Oui, je voulais un petit peu revenir sur le rapport avec la science, parce que ce que vous dites sur le non fini
est vraiment fascinant pour un scientifique parce que le scientifique est toujours confronté à ce problème-là, en fait. Vous dites que le scientifique, on n'a pas de compte à rendre, mais enfin, à un moment donné, il faut écrire, il faut faire soit une théorie, soit un théorème. Et un théorème est souvent, par exemple, dans le rangé mathématique, un théorème est souvent un compromis entre des hypothèses et une conclusion. Si on restreint les hypothèses, la conclusion est plus facile à obtenir, mais le résultat est moins satisfaisant aussi. Donc un théorème est aussi quelque chose qui a toujours une façon d'évoluer comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une influence des sciences, ça, est-ce que vous le formalisez comme ça? En tout cas, je pense que avec ça, oui, je pense que les scientifiques sont plus humbles que les artistes et ont raison d'être plus humbles, en ce sens que ils ne sont jamais sûrs que le système est justifié. Ils le justifient provisoirement et ils travaillent dans un certain provisoire qui peut être provisoire pendant très longtemps. Je veux dire, Newton a été provisoire pendant quand même pas mal de temps, mais c'était du provisoire. Et je pense que pour moi, c'est aussi la même chose pour un effort artistique. Il y a certainement, et de plus en plus on s'en rend compte, de même que dans les sciences. Avant, il y avait des sciences qui étaient très déterministes, disons, et elles ont été de plus en plus relativistes au fur et à mesure de leur évolution. Et je pense que c'est un peu la même chose avec l'évolution artistique. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, oui. Il y a, oui, des hypothèses de travail qui produisent certains résultats. Et puis, quelquefois, ces résultats sont hypertrophiés, vous ne savez plus qu'en faire. Je prends par exemple, moi c'était un exemple qui m'avait frappé, La Porte de l'Enfer de Rodin, qui n'a jamais pu terminer parce que ça devenait absolument monstrueux au point de vue du développement de la sculpture. Et donc il a donné quelques exemples des sculptures qu'il aurait pu faire, qu'il a fait d'ailleurs, mais le reste de la porte est resté à l'état de projet. Et le projet est plus fascinant quelquefois que la réalisation n'aurait pu l'être. Et de même, si vous voyez les pietà certaines pietà de Michelangelo dans le musée de Florence, quelquefois l'inabouti est beaucoup plus fascinant que les pietà aboutis. Donc, et pour moi, c'est pas seulement, disons, un inabouti parce qu'on n'a pas eu le temps ou parce qu'on n'a plus le courage, c'est un inabouti qui vous satisfait davantage que l'abouti, tout simplement. Mais alors, le scientifique, quelquefois, à ce moment-là, a un critère pour décider quand même qu'un théorème, même dans une version faible, peu satisfaisante, a quand même le statut de théorème. Alors, qu'est-ce que chez vous fait que vous autorisez répondre, par exemple? Je vous demanderai de me répondre, vous, sur deux exemples. Le théorème de Fermat, qui a été démontré combien de siècles après? 3 siècles après, hein, et avec des calculs qui auraient été impossibles à l'époque. Galois. La nuit avant de mourir, il n'était pas sûr qu'il meure, mais enfin, il est mort finalement. Il a dit, voilà le théorème, je n'ai pas le temps de démontrer, et on a démontré ça, je ne sais pas combien de temps, 30 années après, à peu près. Alors, j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Sur quelle question précisément? Sur la question, justement, de ces choses qui sont intuitives et que d'autres démontrent très longtemps après. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste d'histoire des sciences, mais je pense que dans le cas de Fermat, il pensait avoir une preuve. Oui, il pensait, oui, mais on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr. On est sûr qu'il n'était pas bon. Ça reste d'ailleurs, je pense, c'est une opinion personnelle, mais ça reste partie du théorème lui-même de savoir si un jour on aura une preuve au moins plus élémentaire que celle qu'on a. Qui est une preuve très indirecte, avec des masses de calculs. Oui. Et pour Galois, là, effectivement, c'est probablement l'urgence. Mais pour vous, quand même, qu'est-ce qui vous fait dire que Répond est une œuvre depuis 20 ans? C'est une œuvre qui peut se terminer comme ça, mais il y a un plot final. Un plot, comme on arrête quelque chose. Hein. Et ce plot final, je peux le déplacer. Je veux dire, c'est simplement, je prends très souvent une comparaison, ou même deux comparaisons, ce qui me permet de faire des formes extrêmement mobiles et que je peux manipuler. Prenez une spirale. Hein, je prends la spirale comme symbole, naturellement, mais prenez une spirale. Vous avez une spirale comme ça, vous arrêtez. La spirale est terminée. Vous avez une spirale. Vous continuez 15 ans après, peut-être. Vous continuez la spirale, tout simplement. Vous l'arrêtez à un autre endroit. C'est une spirale, toujours.
C'est la même forme. Elle est seulement plus développée, mais elle a sa justification aussi bien dans son état numéro 1 que dans son état numéro 2 que dans son état numéro 3. Il faut simplement un début et une fin. Parce que là, si vous n'avez pas de plot de fin et de plot de début, vous ne savez pas où vous en êtes. Je prends une œuvre, ça c'est la forme de réponse qui est comme ça. Si je prends par exemple une autre forme, comme dans exposante fixe, ce sont comme des comment on appelle ça, mon Dieu, des mosaïques, voilà, je cherchais le mot. Ce sont comme des mosaïques. Vous avez une mosaïque ici, une mosaïque là, une mosaïque là, une mosaïque là, je les place comme ça. C'est une forme. Si je veux dire j'arrête, ça sera une forme. Je continue avec des mosaïques, là, la mosaïque B. Par exemple, j'ai mosaïque A, mosaïque C, mosaïque B, mosaïque D, mosaïque A, mosaïque E, mosaïque A, mosaïque D, etc. Je peux arrêter où je veux, parce que j'aurai une constitution absolument logique et de développement, mais je peux l'arrêter quand je veux, où je veux, comme je veux. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse dans les formes. C'est-à-dire ce sont des formes qui sont des formes à la fois infinies, mais infinies au sens littéral du terme, et des formes tout à fait finies et définies. Et ça, je trouve ça, pour moi, c'est ce qui me fascine dans une œuvre, c'est justement son pouvoir d'expansion très longtemps après, mais seulement il faut avoir naturellement un esprit extrêmement développé de la déduction et vous rappeler ce que vous avez fait, non pas pour faire la même chose, mais pour faire des choses qui sont des variations de ce que vous avez fait. En même temps, ce matin, on évoquait un gonflement des formes chez vous qui était moins peut-être tel que vous le décrivez, c'est-à-dire par prolongement, que de l'intérieur lui-même, comme si finalement, c'était plutôt, on avait une forme comme ça, et puis que l'intérieur gonflant, l'œuvre s'étendait, oui c'est ça, mais non pas une forme comme ça sur laquelle on rajoute autre chose. Enfin, donc comme si on retrouvait le fleuve intérieur qui la nourrissait et qui à ce moment-là a la capacité d'étendre les limites. C'est pas comme toujours. Quelquefois, quand on a eu une œuvre avec laquelle on n'a eu pas de rapport du tout pendant un certain temps, enfin pendant une longue période, c'est très difficile de se rappeler le pourquoi. Mais alors ça me gêne pas du tout. Je vais vous dire parce que je prends l'œuvre comme un objet trouvé à ce moment-là, mais c'est mon propre objet trouvé. Autant je peux avoir horreur des objets trouvés que je prends ailleurs. Il y en a qui le font très bien. Berriot fait ça merveilleusement bien dans Symphonia, par exemple. Moi, ça, je ne peux pas y arriver. Mais mes propres objets trouvés, ça, j'adore. Parce que je les prends, je les regarde, et c'est comme si je voyais une ancienne photo, mais une photo que je peux rendre vivante de nouveau. Et ça, c'est aussi un des rapports que j'ai avec les œuvres. C'est un des rapports intéressants, en ce sens que ce n'est plus vous-même, et c'est encore vous-même. Et vous pouvez le rendre vous-même de nouveau. C'est un des avantages du frigidaire, toujours, finalement. Ah ben, le frigidaire, ça, c'est plutôt pour les cadavres. On l'avait distingué du tombeau, mais enfin bon. Peut-être l'avenir cryogénique nous le dira, mais je ne sais pas. Mais... oui, pardon. Jésus qui vient. Oui. On n'a pas encore parlé de votre rapport à l'histoire. Soit en tant que processus, parce que dans certains textes, vous parlez de l'évolution de l'histoire. D'autre part, concernant les permanences et les invariants de l'histoire, ou les stabilités, on va dire, de l'histoire. D'autre part, on va dire votre propre inscription dans l'histoire, votre œuvre, en quelque sorte. Et quatrièmement, cette jubilation que vous avez pu avoir à certains moments, à donner un coup de pied dans la fourmilière musicologique traditionnelle, c'est-à-dire cette vision un peu patrimoniale, on va dire, de l'histoire de la musique. Alors où en êtes-vous après cette dizaine ou quinzaine d'années, disons, de votre vision de l'histoire, au moins sous ces quatre aspects-là? Alors je dirais que pour moi, je l'ai dit déjà, certainement vous connaissez probablement ce texte et cette citation, mais je la répète pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que je prends une phrase de René Char, ou un titre de René Char qui s'appelle « La bibliothèque est en feu ». Et je pense que on doit mettre le feu à sa bibliothèque tous les jours.
et que la bibliothèque renaisse comme un phénix de ses cendres, mais sous une forme différente. Pour moi, c'est intéressant justement. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas être étouffé par la bibliothèque. Je pense que nous sommes dans un siècle, non seulement dans la musique du reste, nous sommes dans un siècle où vraiment on a des capacités bibliothécaires ou des capacités d'accumulation de documentation absolument effrayantes. Plus on va, plus ces capacités de documentation, avec les moyens technologiques qui sont à notre disposition maintenant, plus on va vers une accumulation auprès de laquelle la bibliothèque d'Alexandrie devait être vraiment tout un enfantillage, absolument. Et donc, on risque d'être asphyxié. On risque d'être asphyxié pour deux raisons. Premièrement, l'âge d'or. Il y a toujours cette espèce de vue extrêmement, à mon avis, à mon sens, en tout cas extrêmement réactionnaire, de l'âge d'or. L'âge d'or dans lequel nous ne sommes plus. Nous sommes dans l'âge des crises, nous sommes dans l'âge des catastrophes, et nous faisons toujours référence à un âge qui aurait été plus sage, plus productif, plus représentatif. C'est la première chose. Et deuxièmement, il y a ce complexe de l'authenticité de la reconstitution. Alors, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Je ne parle pas de la musique seulement parce que je suis stigmatisé quelquefois comme quelqu'un qui refuse l'authenticité des reconstitutions baroques. C'est pas ça qui m'inquiète beaucoup, je dois dire franchement. Mais par exemple, j'ai vu ça quand j'étais à Rome il y a quelques années, quand on a, disons, décapé la chapelle Sixtine. Le bruit que ça a pu faire dans le milieu artistique est absolument incroyable. Parce que la discussion était du reste une discussion très, très profonde. Est-ce qu'on garde les chefs-d'œuvre tels qu'ils nous sont parvenus, c'est-à-dire avec la crasse sous laquelle ils nous sont parvenus, ou bien est-ce qu'on les décape et à ce moment-là, on redonne une certaine authenticité dont on n'est pas sûr quand même, mais dont nous n'avons plus les moyens, que nous n'avons plus les moyens de percevoir comme les gens de l'époque les percevaient. C'est-à-dire que si nous percevons un rouge violent dans Michel-Ange, ça nous paraît un rouge violent qui a plus à faire avec Picasso qu'avec Michel-Ange. Tandis que les gens de l'époque de Michel-Ange voyaient ça comme un Michel-Ange et non pas comme un Picasso, comme ça, certainement. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment très, très, très important là-dedans, c'est que on est tiraillé entre le respect, l'irrespect et la conservation à tout prix et disons, l'oubli, tout simplement. Alors, personnellement, je trouve que la solution la plus pratique, en tout cas, c'est de mettre le feu à la bibliothèque chaque matin et de la retrouver le soir si on en a besoin. Mais pas plus que ça et pas moins que ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a des périodes qui nous intéressent et puis des périodes qui nous intéressent moins. Et je parle même pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue de l'époque. Des époques sont en phase avec certaines autres et elles le sont moins avec d'autres. Je ne vois pas, par exemple, quand on parle de musique ancienne, on parle très souvent de musique baroque, très bien, mais je ne vois pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs qui se précipitent sur la musique du XIVe siècle, très certainement. Et là, il est beaucoup plus difficile de parler d'authenticité parce qu'on n'a pratiquement aucun témoignage des exécutions de l'époque, alors qu'on peut avoir en tout cas quelques témoignages, même pas très fiables, sur le XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, je trouve qu'une civilisation, qu'une culture, alors pour parler plus généralement, qu'une culture qui ne sait pas se débarrasser de son passé, et qui même, quelquefois, tue son passé, est une culture faible, est une culture en voie de disparition ou en menacée de disparition. Une culture forte est une culture qui peut se débarrasser de ses antécédents, et se débarrasser quelquefois avec violence de ses antécédents. Une culture faible est une culture qui se protège de ses antécédents, ce qui me paraît très dangereux. Je rappelle que votre frère était bibliothécaire de cette école, et vrai, donc oui. Le menacer de brûler la bibliothèque tous les matins pouvait créer peut-être des Justement, problèmes. il la retrouverait sans poussière, absolument. Oui. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous penseriez justifier de faire une sorte d'analogie entre langage musical et société, disons, c'est-à-dire enfin, je sais pas, tout ce dont on a parlé, les opérations sur le matériau, enfin, et puis les structures, etc.
Est-ce que vous pensez qu'on pourra en faire une métaphore éventuellement de... Je pense que c'est très difficile de faire ce genre de métaphore. Une société ne se construit pas de cette façon-là. Une société ne se construit alors principalement avec des accidents, quelquefois avec des directives, mais souvent avec des accidents. Les idéologies peuvent dévier. C'est-à-dire qu'il est très difficile disons, de faire un rapport avec une œuvre d'art qui est une œuvre, disons, avec une intention. La société se construit très souvent avec des intentions au départ, mais les intentions sont déviantes, déviées en tout cas, et donc il me paraît très difficile d'appliquer. Alors si vous parlez de la relation de la musique actuelle, celle qu'on fait avec la société, ça c'est un autre problème. C'est un problème qu'on appelle la musique pour les élites, la musique pour le peuple, etc. C'est un problème qui a été soulevé en particulier par les régimes communistes d'une façon très virulente même, avec des interdictions, avec des codes, avec vraiment je me souviens, je n'ai pas été spécialement marqué par cela, mais je me souviens que en 1948, il y a eu la directive de Jdanov pour le Parti communiste et qui s'étendait donc tous les partis communistes européens se sont soumis à cette directive de Jdanov pratiquement, et c'était sous prétexte de faire du bien à la société, on tuait complètement la capacité individuelle de créer. Et donc je trouve que il est très dangereux de vouloir absolument faire assimiler par une société des produits qui seraient des produits de pure consommation. Finalement, heureusement, ces directives n'ont pas... elles ont été tout de même disons, à l'ordre du jour pendant très longtemps en URSS, mais dans la partie occidentale de l'Europe, c'est des choses qui ont paru assez vite tellement absurdes qu'elles n'ont pas eu cours pendant très longtemps. Mais le rapport de la société et de la création est un rapport très difficile à cerner, et je crois qu'il commence par le problème de l'éducation. Tant qu'on n'aura pas, disons, essayé en tout cas de résoudre le problème de la relation entre la culture et l'éducation, il y aura quelque chose qui clochera, si je peux dire, mais en même temps, sans oublier que tout le monde n'a pas la capacité de se hisser à un niveau de culture, soit qu'il ne le veuille pas, soit qu'il ne puisse pas. Et c'est ce que je disais, même la 9e symphonie de Beethoven, le final de la 9e symphonie de Beethoven, qui est pris même comme, disons, comme jingle de l'Europe, eh bien, sera toujours, pour le moment en tout cas, et pour un avenir assez prévisible, sera moins populaire qu'un match de baseball en Amérique ou un match de football en France. Il y a quelque chose qui relève de l'effort de soi, d'une part, c'est-à-dire c'est un effort individuel que personne ne peut faire à votre place, et d'un autre côté, de l'éducation et de l'éducation culturelle, là où l'État a une grande responsabilité. Bien, écoutez, je vous remercie Pierre Boulez d'avoir accepté de participer à cet entretien. On va peut-être donc reprendre maintenant la suite du colloque, et bravo encore.